Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Des logements universitaires dans un triste état dans une résidence du Crous de Cergy. Infiltration d'eau, insectes, équipements vétustes. Les étudiants dénoncent leurs conditions d'hébergement. Reportage dans un instant. Primaire à droite, qui sont les élus valdoisiens qui soutiennent Nicolas Sarkozy? Déclaré candidat depuis le 22 août dernier, ces soutiens s'organisent dans le département avec en ligne de mire les législatives. Le digital devient de plus en plus présent au collège. Un établissement de Goussainville va plus loin en intégrant le numérique dans tous ses enseignements, de la musique aux sciences, en passant par les mathématiques. Reportage en fin de journal. Ils n'en peuvent plus. Les étudiants de la résidence universitaire de la Croix-Saint-Silver à Cergy dénoncent leurs conditions d'hébergement. Infiltration d'eau, insectes, équipements vétustes. La résidence, gérée par le Crous de Versailles, est totalement obsolète. L'établissement a immédiatement déclenché le lancement de travaux. Florian Philippe s'est rendu sur place. Donc là, vous pouvez voir dans les douches justement les plafonds qui laissent apparaître de nombreuses traces de moisissure, la preuve d'une hygiène complètement dégradée et d'un respect des normes absolument bafoué. Ces cabines de douche pleines de moisissures font partie de la résidence étudiante de la Croix-Saint-Silver à Cergy. Problèmes d'humidité mais aussi d'électricité font partie du quotidien des étudiants. La zone est ouverte et n'importe qui peut s'électrocuter en quelques secondes. Il n'y a pas du tout, la porte est déjà ouverte et il n'y a pas de signe d'électricité pour prévenir que c'est dangereux. Jusqu'à 200 étudiants résident ici. Excédés, ils tirent la sonnette d'alarme et alertent la fédération UCP, fédération d'associations représentatives des étudiants de l'université de Cergy-Pontoise. Pour eux, le bâtiment est insalubre. Des étudiants habitent dans cette résidence étudiante qui est insalubre, indécente, dans laquelle il y a des cafards, il y a des moisissures, un certain nombre de traces d'humidité. Voilà, tout un tas de choses, tout un tas de problèmes électriques également. Et des problèmes d'eau et de sécurité. Dans les chambres, ce n'est pas mieux. Les étudiants payent entre 150 et 250 € par mois pour des studios de 9 mètres carrés, hors allocation logement. Ils font face à de nombreux insectes, notamment des cafards. Les étudiants n'ont pas l'impression d'être entendus par le Crous de Versailles qui gère la résidence. La plupart des résidents ont contacté une ou plusieurs fois le secrétariat qui ne leur a pas donné des réponses suffisantes concernant leurs problèmes d'eau, leurs problèmes de cafards. J'ai personnellement envoyé un mail à l'agent-chef du Crous qui l'a retransféré au directeur du Crous sur le site de Cergy et globalement je n'ai pas eu de grandes réponses. Joint par téléphone, le Crous de Versailles a reconnu des problèmes de communication et de personnel pour expliquer cette situation. La direction a immédiatement enclenché le lancement de travaux pour 300 à 400 000 €. Réfection totale des sanitaires, parties cuisine et communes et désinsectisation totale sont programmées entre septembre et novembre. En politique, qui soutient Nicolas Sarkozy dans le Val d'Oise pour la primaire de la droite et du centre? Dans l'ombre jusqu'à l'annonce de la candidature de Nicolas Sarkozy fin août, ces soutiens sont désormais en ordre de bataille. Qui sont ces élus qui roulent pour l'ancien chef de l'État? La réponse en images. Les soutiens de Nicolas Sarkozy dans le Val d'Oise n'ont pas attendu sa déclaration de candidature fin août pour s'organiser. À la tête de la campagne de l'ancien président dans le Val d'Oise, on retrouve Francis Delattre, le sénateur-maire Les Républicains de Franconville, qui travaille depuis plusieurs mois à la candidature Sarkozy. Une candidature bien accueillie partout, selon le sénateur du Val d'Oise. Le maire de Franconville ne sera pas le seul parlementaire à soutenir Nicolas Sarkozy. François Sellier, député de la 6e circonscription, évoque quant à lui sa fidélité à l'ancien chef de l'État. Pour François Sellier, en 2017, il faut un homme énergique capable de prendre les problèmes les uns après les autres. Même constat pour un autre soutien à Nicolas Sarkozy, Sébastien Meurant, le maire et conseiller départemental de Saint-Leu, pour qui la France a besoin d'un chef, d'un patron, quelqu'un qui a de l'expérience. Mais une autre bataille se déroule en coulisses pendant ces primaires, celle des législatives, où certains élus se positionnent déjà, comme Sébastien Meurant sur la 4e circonscription du Val d'Oise. Et la primaire de la droite et du centre se déroulera les 20 et 27 novembre prochains.
Le digital devient de plus en plus présent au collège. On connaît le tableau numérique ou encore les tablettes. Mais le collège Georges Charpak de Goussainville va beaucoup plus loin en intégrant le numérique dans tous ses enseignements, de la musique aux sciences, en passant par les mathématiques. Les élèves se sont même lancés dans la construction de dragsters miniatures ou la programmation de robots. Olivier Zanetta et Philippe Pémal. Là, il y a des piles et avec cette énergie des piles, ça va alimenter le moteur ici. Va faire rouler les poulies et après ce qui va faire rouler les roues en avant bien sûr et ça va le faire avancer tout droit. Ce dragster miniature, c'est Sarah, 11 ans, qui l'a construit, avec la plieuse à plastique et l'imprimante 3D de son collège. Quelles sont les pièces fabriquées avec l'imprimante? L'imprimante 3D, c'est les petites pièces qui sont ici, le support moteur et les poulies à peu près. La base du châssis. Sarah est élève au collège Georges Charpak de Goussainville. Elle fait sa rentrée en 5e. Une rentrée sur le regard des adultes, des représentants de l'académie ou du département, curieux de découvrir comment ces adolescents s'épanouissent grâce au numérique. C'était super parce que justement, en fait, à chaque fois, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est-à-dire que pendant les récrés du midi, j'allais voir le professeur et j'ai essayé de faire une petite idée avec mes ailes. Que je voulais faire justement ici, à designer avec le logiciel, à faire les pièces, à les monter. Enfin, on a pris énormément de plaisir avec notre classe. Esteban, lui, s'est découvert une passion pour les robots. Les cours de programmation en 6e ont été une révélation pour lui. J'ai très envie en fait de travailler avec un robot comme ça, ou encore un robot comme Nao, de fabriquer des robots, où en fait, ça m'inspire plein de choses pour ma vie future. Depuis 2008, le collège Georges Charpak distille le numérique dans sa pédagogie. Et pour les enseignants, le résultat est positif. On travaille sur la programmation, donc c'est beaucoup de recherche de problèmes, recherche de solutions qui peuvent créer grâce à la programmation. Et donc du coup, c'est très formateur pour les métiers qu'ils pourront rencontrer ultérieurement. Ça apporte de la souplesse, ça apporte plus d'autonomie, enfin ça les rend plus autonomes, ça les force à être autonomes, être capable de s'auto-évaluer aussi. Le digital se décline dans tous les cours. En musique aussi, la tablette n'est jamais loin de la batterie. En sport, c'est parti pour la nouvelle saison de l'AS Pontoise Cergy en tennis de table. Ce mardi, les Cergy-Pontins reçoivent Roanne dans le cadre de la première journée de championnat de France de Pro A. Les doubles champions d'Europe et de France tenteront donc de partir sur les meilleures bases face à un nouveau promu, Roanne, donc champion de France Pro B l'année dernière qui découvre l'élite cette saison. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Les étudiants de la résidence universitaire de la Croix-Saint-Silver à Cergy dénoncent leurs conditions d'hébergement, infiltration d'eau, insectes, équipements vétustes. La résidence gérée par le Crous de Versailles est totalement obsolète. L'établissement a immédiatement déclenché le lancement de travaux. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À demain. Pierre Carlot est le gardien d'une curiosité du village de Saint-Martin-du-Tertre, la Tour du Guet. Construite en 1840, elle fait alors partie du domaine du château de Franconville, situé à quelques centaines de mètres. La tour, d'une hauteur de 23 mètres, est édifiée par le maître des lieux, André-Jean Leroux, pour que sa fille Caroline bénéficie d'une vue imprenable sur la région. Saint-Martin-du-Tertre est en effet le village le plus haut du Val d'Oise. Actuellement, on est à l'altitude de 218 mètres, ce qui est le point culminant du Val d'Oise. Puisque ici, de la Tour du Guet, on peut voir Paris, la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, le Sacré-Cœur. Quand il fait vraiment très beau, avec un ciel vraiment très beau, on peut voir la façade du château de Villers-Cotterêts. Et là, il y a 50 km. La tour n'est pas qu'une coquille vide. Elle abrite aussi un petit musée consacré à une invention méconnue, le télégraphe aérien. Créé par Claude Chappe pendant la Révolution française, ce système de communication à base de signaux optiques sera le moyen le plus rapide de diffusion d'informations militaires ou administratives. Saint-Martin étant située en hauteur, la ville sera choisie pour la première liaison expérimentale. Le 25 juillet 1793, un message de 29 mots est envoyé de Paris en passant par Écouen.
Il mettra 11 minutes pour arriver à Saint-Martin, un record de rapidité pour l'époque. Le système du télégraphe, c'était donc une machine qui était composée de 3 éléments. Chaque élément est mobile. Il peut faire un mouvement vertical, horizontal, oblique droite, oblique gauche. C'est-à-dire qu'en réalité, Kohlschap a pris 92 figures de cette machine pour composer donc de 1 à 92 chiffres. Ces chiffres étaient donc répertoriés sur un vocabulaire. Le système était donc de dire qu'un premier signal donnait le numéro de la page et le deuxième signal donnait le numéro de la ligne. On se reportait au vocabulaire et sur le vocabulaire, on avait « Bonjour monsieur, vous allez bien ». En 1844, plus de 500 tours-chap quadrillent le territoire, couvrant un réseau de 5000 km, allant même jusqu'à Venise ou Amsterdam. Un an plus tard, l'arrivée de la première ligne de télégraphe électrique, plus rapide, plus sûre et ouverte au grand public, sonnera le glas des tours-chap. La plupart de ces tours, comme celle de Saint-Martin-du-Tertre, vont disparaître. L'aventure du télégraphe optique aura duré un peu plus de 60 ans. De cette époque, il nous reste de nombreux messages, comme celui-ci, daté de 1811. Ça, c'est la dépêche qui annonçait la naissance de l'Aiglon, le roi de Rome, le neveu de Napoléon Ier. Donc on voit donc que ces dépêches pouvaient indiquer que le bébé prenait le sein de sa nourrice. Ce message, il arrivait depuis Rome jusqu'à Venise par un cavalier et de Venise jusqu'à Paris par le télégraphe. La tour du Guet n'a jamais servi pour le télégraphe. Abandonnée au fil du temps, elle sera rachetée par la commune en 1989 et depuis 2007, elle accueille également l'Office du tourisme de la ville. C'est une invention digne d'un film de science-fiction, un cyborg végétal baptisé Biome. Développé par la start-up Still Human basée à Neuville, il s'agit d'une plante connectée. Son socle au design épuré est bardé de capteurs et permet à la plante de communiquer ses besoins via une application mobile ou directement via sa diode. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des capteurs qui vont savoir chaque besoin de la plante et pouvoir nous les traduire via un code couleur lumineux qui va changer de couleur en fonction du besoin. Le bleu pour l'humidité, rouge pour la température, vert pour la richesse de la terre et jaune pour la lumière. Même un enfant pourra comprendre quel est le besoin de la plante juste en fonction de la couleur qui va changer sur le pot. Parfait pour ceux qui n'ont pas la main verte. Mais comme si cela ne suffisait pas, Still Human tente d'aller plus loin dans le concept avec une version 2.0, Gaia. Plus évolué et doté de roues, ce robot végétal est parfaitement autonome. Ces 2 grandes roues vont permettre au pot d'aller par exemple vers la lumière, d'aller vers la fenêtre. Si jamais il pleut dehors, comme il est lié à la météo, il va pouvoir savoir qu'il pleut, il va nous demander d'ouvrir la fenêtre et le robot va pouvoir aller dehors pour prendre la pluie et pouvoir alimenter la plante via les ressources naturelles. C'est vraiment un dispositif qui va permettre de rendre les plantes vivantes, elles sont déjà vivantes, mais les rendre vraiment au stade d'individus à part entière. On va pouvoir leur donner un nom, pouvoir interagir avec et aller au-delà de la simple plante meuble, de la plante qu'on oublie dans son coin et qu'on ne va pas forcément arroser ou toutes ces choses-là. Dans un premier temps, Gaia sera réservé aux entreprises et institutions en attendant une version grand public. Biome, quant à lui, sera disponible pour une 50aine d'euros dans les jardineries et certaines grandes enseignes au printemps 2017.